Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. On est ravis de vous accueillir avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, c'est un phénomène qui touche un tiers des communes françaises. Les déserts médicaux, selon un rapport du Sénat, de 6 à 8 millions d'habitants de l'Hexagone vivent dans une zone sous-dotée en personnel de santé, en médecins généralistes notamment. Sont concernées les zones rurales, mais aussi parfois des villes moyennes. Quelle est l'ampleur du phénomène et quelles sont les solutions pour garantir une continuité de soins parfois vitale? C'est ce qu'on va voir pendant 1 heure. Et nos invités pour en parler, Philippe Gouet, président du conseil départemental du Loir-et-Cher et ancien kinésithérapeute et président de la commission de santé au sein de l'Assemblée des départements de France. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. William Chancerelle est avec nous, rédacteur en chef du journal des départements qui vient de sortir. Un sondage justement sur les déserts médicaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis vous le connaissez bien puisqu'il est assez souvent chez nous, Arnaud Chiche, qu'on est ravi d'accueillir, président du collectif Santé d'Angers. Arnaud Chiche, merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue dans les vraies voix responsables. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et on va revenir sur ces chiffres déjà relevés par l'UFC Que Choisir, où l'offre de soins libérale serait donc insuffisante pour 25,3 millions d'usagers en France. On va en parler avec William Chancerelle, rédacteur en chef. Bon, merci d'avoir accepté cette invitation. Déjà, petit état des lieux, peut-être, pour voir avec vous. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur les réseaux sociaux et beaucoup de sondages entre la ruralité, le périurbain, l'urbain. Aujourd'hui, la cartographie, c'est quoi des déserts médicaux ? La cartographie, comme vous le dites, effectivement, est compliquée parce que y a des zones de tension et elles sont pas forcément que rurales. C'est-à-dire que les déserts médicaux existent aussi en centre-ville, dans des grandes villes françaises. Aujourd'hui, à Paris, par exemple. À Paris, par exemple, et dans pas mal de villes de taille moyenne, notamment. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a entre 7 et 10% de Français qui n'ont pas de médecin traitant, selon les sondages. Le sondage qu'on a fait avec l'Institut Quorum nous donne ce chiffre de 7%. Voilà, il faut aussi se rendre compte que il y a des régions comme la région Centre-Val de Loire qui sont vraiment particulièrement sous-dotées. On a en moyenne 103 médecins généralistes pour 100 000 habitants, là où la moyenne nationale est plutôt de 128. Ça fait donc 1000 patients par habitant schématiquement, pratiquement. Voilà, c'est ça. Ce qui fait beaucoup. Philippe Gouet, vous êtes président du conseil départemental du Loir-et-Cher et président de la commission santé au sein de l'Assemblée des départements de France. Est-ce que vous voyez un département avec une grande agglomération, Blois, une agglomération importante, plus des zones vraiment plus rurales, est-ce que la situation empire, stagne ou s'améliore depuis des années ? Alors sur le Loir-et-Cher, la situation s'améliore un peu parce qu'on a mis en place un plan de 40 ans en bonne santé pour rendre attractif notre département et faire venir des professionnels de santé. Grâce à notre agence d'attractivité, c'est 50 professionnels de santé qui se sont installés en 18 mois. Mais néanmoins, la situation n'est absolument pas satisfaisante. Notre département connaît de gros problèmes, effectivement, de déserts médicaux. Mais je pense que c'est global à toute la France. Si on prend la médecine générale, les spécialistes, les professions médicales et paramédicales, la situation est très très compliquée. Alors peut-être un petit peu moins dans le sud, vers Cannes, ou peut-être le littoral, ouais. Mais généralement et globalement, même en Ile-de-France, la situation est extrêmement compliquée parce que la moyenne en France, quand même, pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, on est entre 2 et 6 mois quand même. Donc il faut quand même attendre et ne pas voir une aggravation de sa pathologie. Moi je dis la situation s'aggrave et si on prend aussi le dispositif hospitalier, la situation également se complique. On a quand même 3 services d'urgence sur 5 qui sont en dysfonctionnement et on a eu en 2023 pratiquement autant de décès sur des brancards que des accidents de la route. Vous voyez, donc la situation est quand même dramatique sur notre système de santé qui était un des meilleurs du monde et placé maintenant en 15e position au classement de l'OMS. Donc il y a un déclin très fort. Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger, ces déserts médicaux, Arnaud Chiche, c'est multifactoriel en fait. Le bateau prend l'eau de toutes parts. Oui, le bateau prend l'eau, mais on refuse aussi de faire des stocks de rénovation de bateaux. Enfin, on aurait pu colmater quelques brèches. Il y a des choses quand même qui étaient totalement prévisibles. Notamment comme ça le nombre de médecins conformes. J'écoutais vos invités que je remercie pour leur introduction du sujet. Comment voulez-vous, à partir du moment où vous êtes en manque de médecins, le manque il se répartit de manière différente sur le territoire? Oui, certes, mais ça reste du manque à la fin.
Et donc, tant qu'on tourne autour du pot et qu'on n'a pas décidé de former plus de docteurs pour exercer ce rôle-là en médecine générale ou même en spécialité, la situation ne changera pas. Et sur ce sujet-là bien précis, donc vous avez bien compris que je parlais du nombre de postes offerts au concours de médecine. Depuis 4 ans qu'on nous dit que c'est le numerus clausus a été supprimé. Oui, l'appellation numerus clausus a été supprimée, mais il a été remplacé par un concours absolument dramatique. Et la réforme est d'ailleurs tellement mal faite que j'ai appris aujourd'hui que dans certaines villes de France, le concours qui vient d'être passé de fin de première année parfois est annulé, tellement c'est le bordel dans l'organisation. Donc ça, c'est la première cause. Mais il y en a d'autres, évidemment. William Chancerelle, on parle du numerus clausus, on va en reparler plus tard dans l'émission, mais est-ce que c'est la seule cause des déserts médicaux? Bien sûr, c'est pas la seule cause, mais alors je répondrai que les deux moyens pour arrêter l'hémorragie, c'est d'une part d'avoir plus de médecins, ça va prendre entre 10 et 15 ans, et je pense que Philippe Gouet... Former un médecin, c'est 10 ans déjà. C'est vrai que plus on recule, plus moins on anticipe, plus le désert sera important, j'imagine. On est d'accord. La deuxième solution, c'est d'être en bonne santé, donc c'est la prévention. Une fois qu'on a fait le tour de ces deux solutions, qu'est-ce qu'on fait? On a plus de médecins, ou en tout cas on n'en a pas assez. Donc il faut essayer d'être ingénieux, il faut essayer d'imaginer des solutions, et ça, à l'échelle territoriale, je pense qu'on peut arriver à trouver des voies de passage. Et pour ça, il faut arriver à se parler, à coordonner les soins, et surtout à repenser le parcours de soins, en sortant peut-être aussi de l'hospitalocentrisme et du médicalocentrisme. C'est quoi l'hospitalocentrisme? C'est-à-dire arrêter de ne penser, d'opposer le libéral à l'hôpital, et puis arrêter aussi de penser que le médecin peut et doit tout faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des jeunes médecins à qui on demande de s'installer en ruralité, c'est compliqué. Vous avez 25-30 ans, on vous demande de porter une charge très lourde, vous avez même une charge mentale qui est très compliquée. J'aime beaucoup la formule de Martial Jardel qui dit, au lieu de faire porter beaucoup à un seul, essayons de faire porter un peu à beaucoup. Beaucoup, oui, c'est ça. Arnaud Chiche, cette réflexion finalement correspond à ce que vous imaginez, vous? Écoutez, je suis très partagé, et vos invités, ils ont l'air très sympathiques, et j'ai pas du tout envie de me fâcher avec eux ou de les fâcher. Je ne doute pas que dans les territoires, on trouve des petits moyens pour essayer de gérer la sinistrose. Je n'en doute pas, monsieur. Et vous savez, j'étais à Toulouse samedi soir pour donner une conférence santé. On avait un élu d'Ariège qui nous expliquait qu'effectivement, il arrivait via du dialogue, etc. Mais vous ne pouvez pas dire à 10 millions de Français qui n'ont pas de médecin, vous inquiétez pas, on va restaurer du dialogue, on va se coordonner, et puis vous aurez un accès aux soins. Moi, si vous voulez, le système D, pour moi, est toujours très proche du dégradé. Et je trouve qu'on est un pays suffisamment puissant pour pouvoir pérenniser la présence des médecins dans tous les territoires. Mais ils sont bien obligés, Arnaud Chiche, ils sont bien obligés aujourd'hui dans ce désert médical, ces déserts médicaux, de trouver un système D. À un moment donné, il faut pallier aussi au manque. Oui, mais alors, il faut pallier au manque, mais par contre, si on fait n'importe quoi, on accélère les dépenses et on les aggrave. Par exemple, si la téléconsultation, parce que vous savez que ça, c'est un remède qui est vraiment mis en valeur pour aller dans les territoires. Et l'idée, elle est pas mauvaise. Mais je vais vous dire, il y a une collègue qui m'a appelé aujourd'hui en me disant qu'il y avait des médecins en téléconsultation qui faisaient des prescriptions de bilan sanguin, mais derrière, on ne savait pas qui prescrivait le bilan sanguin. Vous comprenez? Donc, qui allait l'analyser. Donc, ça, c'est plus de la médecine. Donc, il faut quand même encadrer drastiquement toutes les dépenses d'argent qui sont générées par la nouvelle technologie qui apparaît comme étant un remède. Mais moi, je suis un peu vieille France, je peux aussi vous annoncer des choses à faire pour restaurer de l'attractivité pour les médecins. On a une heure, Philippe Gouet veut réagir. Oui, sur la problématique du numerus apertus maintenant, donc c'est ouvert, mais on y perd notre latin. Bon nombre de facultés ne sont pas dans la capacité de recevoir les étudiants par manque de place. Et il y a par manque de stage et de maîtres de stage. Donc là, on ouvre, mais on n'a pas les moyens d'accueillir correctement nos étudiants. Je voudrais faire un petit focus très inquiétant quand même sur la pédiatrie. On a eu les assises de la pédiatrie récemment, qui étaient organisées par le ministère. En 5 ans, la France est passée de la 15e position à la 22e position sur le taux de mortalité en France, derrière la Pologne, derrière l'Estonie et derrière la Roumanie.
Donc là, il y a vraiment une situation extrêmement préoccupante, comme la médecine scolaire, où là, alors là, c'est dramatique. Et on va en parler d'ailleurs des spécialités dans quelques instants. Vous restez avec nous, les déserts médicaux, vous voulez en parler, vous vouliez réagir, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. On revient dans un instant avec nos 3 invités. Ces déserts médicaux, un vrai drame pour notre pays, mais il y a forcément des solutions et on va vous en apporter. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables sur les déserts médicaux. Philippe Gouet est avec nous, président du conseil départemental du Loir-et-Cher, ancien kinésithérapeute et président de la commission de santé au sein de l'Assemblée des départements de France. William Chancerelle, rédacteur en chef du journal des départements, qui vient aussi de sortir un sondage sur les déserts médicaux. Et Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger. Et donc face à ces déserts médicaux, l'anxiété, le stress augmente considérablement chez les populations, l'incertitude certainement liée à l'absence de soins disponibles qui renforce ce côté de vulnérabilité. William Chancerelle, sur cette psychologie finalement du patient qui se dit je vais tomber malade ou je suis malade mais je ne peux pas me soigner. Absolument. Le sondage qu'on a effectivement réalisé avec l'Institut Quorum montre que ce renoncement ou ce report de soins n'est pas sans conséquences. J'ai des chiffres assez accablants. Le fait de renoncer ou de reporter ces soins a donné lieu à pour 72% des Français de conséquences négatives, de l'anxiété, de l'angoisse pour 54% d'entre eux. Et ces chiffres montrent pour les gens qui ont des maladies chroniques, 85% subissent des conséquences négatives, dont 62% de l'anxiété, de l'angoisse ou une augmentation des symptômes. C'est assez terrifiant, effectivement, de constater ces chiffres-là. Est-ce qu'il y a un renoncement, finalement, d'accès aux soins, en disant... Oui, finalement, soit il y a un renoncement, et dans ce cas-là, effectivement, on arrête d'essayer de se soigner, parce que si les temps de trajet sont longs, hein, la moyenne en ruralité, c'est 1 demi-heure pour aller voir un spécialiste ou un... Quand vous avez un rendez-vous. Quand vous avez un rendez-vous. Voilà, enfin, je vous rassure, un ophtalmologiste à Toulouse, il y a 8 ans, quand j'ai quitté la ville, c'était 6 mois. Hein. Ah, écoutez... Et Toulouse, c'est pas vraiment la ruralité, pas franchement. L'autre facteur, si on ne renonce pas, on choisit d'aller aux urgences. Ça, c'est 25% des Français qui se disent qu'ils vont aller dans les urgences, d'où engorgement et d'où cocotte minute, quoi. Vous avez parlé des pédiatres, Philippe Gouet. Quelles sont les spécialités les plus pénuriques ? Actuellement, en France, c'est la pédopsychiatrie. Il y a moins de 600 pédopsychiatres en France, dont un tiers a plus de 60 ans. Donc vous imaginez que le chiffre va encore baisser. Oui. Cette spécialité avait été arrêtée totalement dans la formation. Elle est reprise depuis maintenant peu de temps. Et pourquoi elle avait été arrêtée ? Elle avait été arrêtée parce que à l'époque, on jugeait que c'était pas nécessaire, que les psychiatres pouvaient faire des formations complémentaires et faire de la pédopsychiatrie. D'accord. Mais la psychiatrie en général est quand même totalement aussi sinistrée. En 2023, c'est 800 lits qui ont été fermés. Alors dans le milieu privé, dans le milieu public, mais compensés quand même par l'ouverture de 200 lits en secteur privé dans le domaine de l'hospitalisation psychiatrique. Mais je reviens à la pédopsychiatrie. Il y a des chiffres qui sont quand même extrêmement inquiétants. Un jeune sur 6 entre 3 ans et 15 ans présente des troubles psychiatriques graves dans notre pays actuellement. On a une augmentation depuis la période Covid de tentatives de suicide chez des jeunes. Oui, on entend ça tous les jours. Ça a totalement explosé et on a de grandes difficultés à pouvoir faire suivre ces jeunes patients. Au niveau des départements, on nous confie les enfants, aide sociale à l'enfance, les enfants qui sont en difficulté. 22% d'entre eux ont des troubles psychiatriques sévères. On n'a pas de pédopsychiatre. Il faut du personnel pour les surveiller. Ça explose complètement et ces enfants ne sont pas, ou ces jeunes ne sont pas pris en charge médicalement. On veut avoir un rendez-vous chez un pédopsychiatre, dans le département, dans le Loir-et-Cher. Mais comment vous faites ? C'est quoi l'alternative ? 20 départements n'ont pas de pédopsychiatre en France. L'alternative, c'est quoi pour répondre en tout cas à ces patients-là ? C'est silence radio ? C'est quoi ? Alors l'alternative, c'est les traitements par les médecins généralistes. Oui. Je propose, au niveau département de France, on propose depuis plusieurs ministres. Parce que le problème aussi, c'est qu'on change de ministre tous les ans. Enfin, on a 7 ministres en 7 ans et tous les 6 mois. Puis là, ça va encore bouger. Ça risque encore de bouger. Et donc, on a du mal à avoir des axes stratégiques et porter des politiques de santé à long terme. Parce qu'il faut quand même porter des axes stratégiques importants. Sur la pédopsychiatrie, on a effectivement des difficultés. Parce que c'est une spécialité qui attire, et même la psychiatrie, qui attire moins les jeunes étudiants en médecine. Oui. Quand vous êtes en psychiatrie, vous devez prendre il y a un certain temps
d'échange. C'est un colloque singulier avec votre patient. C'est pas la consultation de 10-15 minutes. Et la rémunération n'est pas à la hauteur du temps consacré avec ce colloque singulier avec le patient. Donc c'est un problème d'attractivité du métier. Donc il y a un problème aussi d'attractivité et de cotation, à mon sens, de la nomenclature de l'assurance maladie. Et Arnaud Chiche, c'est là qu'on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, que finalement les généralistes ont le dos large. Ils endossent finalement tout et entre guillemets n'importe quoi. Et rappelons que vous êtes spécialiste, et vous êtes anesthésiste réanimateur. Oui, c'est important de le dire. Oui, tout à fait. Je suis pas encore psychiatre. Oui, écoutez, vos invités, enfin, on l'est un peu en anesthésie. On est un peu psychiatre quand même en anesthésie. À partir du moment où vous formez pas assez de médecins en première année, forcément, vous en spécialisez moins en 6e année. Et puis, voilà, quoi. C'est la politique de la pénurie, c'est les conséquences. C'est absolument dramatique. On a, à Toulouse, encore une fois, samedi dernier, il y avait des psychiatres qui nous ont fait l'étalage de toutes leurs propositions. Ça traduit le fait que les médecins ne sont absolument pas inclus dans la gouvernance de la santé dans ce pays. Et aujourd'hui, ils ont un rôle consultatif et minoritaire via des syndicats, voilà. Mais si vous voulez, aujourd'hui, dans un cabinet d'un ministère de la Santé, vous avez des jeunes qui font de la politique, qui font de la carrière, et en fait, ils sont complètement déconnectés de la réalité du terrain. Donc, c'est dramatique. Le mot attractivité, il est fondamental. Pour 2 raisons, notamment quand on veut ouvrir des lits, par exemple, de psychiatrie dans un hôpital, il faut fidéliser ses infirmières, il faut bien payer les médecins. Et il est aussi important pour la ville, parce que pour avoir plus de médecins généralistes et de médecins spécialistes, il faut une politique drastique sur les honoraires pour relancer l'attractivité, ce qui n'a pas été fait avec la convention qui a été signée. Et en vous écoutant, je m'interrogeais sur le fait, je me demande pourquoi on réattribue pas sur le tarif des consultations aujourd'hui aux médecins qui restent la valeur de tous les médecins qui manquent. Mais on pourrait au moins dire qu'on relance l'attractivité comme ça inciterait des jeunes à s'installer, au moins le temps que d'autres médecins arrivent, mais ça, c'est encore une autre affaire. William Chancerelle, y a-t-il un désert ou des déserts médicaux? Des déserts médicaux de généralistes, de spécialistes, d'établissements hospitaliers? C'est comment ça se présente dans l'enquête que vous avez faite? Vous savez, c'est comme en géographie ou en géologie, il existe beaucoup de formes de déserts. Oui. Mais 50 nuances de déserts médicaux, on pourrait dire. Ça. Donc effectivement, la France est un désert médical. En réalité, elle est un désert médical. Pour autant, effectivement, il y a des zones en vraie tension. C'est-à-dire que on parle du Loir-et-Cher depuis tout à l'heure. Il y a cette fameuse, ce centre de la France qui est en grande pénurie. On va dire que les littorales sont moins touchés. Pour autant, on observe, et peut-être que votre invité nous confirmera ça, une forme de smicardisation des médecins, oui. Notamment sur la Riviera, où on a l'impression que tout est merveilleux. C'est pas forcément le cas, et on a des médecins qui peinent en fait à tout simplement être bien payés pour les horaires qu'ils font. Donc on a aussi 50 nuances de désert et 50 nuances de réalité. Tout à l'heure, on parlait de l'attractivité. Je voudrais souligner juste une chose, c'est que beaucoup de patients renoncent à se faire soigner aussi pour des raisons financières. Ah oui, bien sûr. Le reste à charge est devenu trop important. Et c'est notamment vrai pour les personnes qui ont des maladies chroniques. Cette attractivité et cette difficulté financière se voit aussi dans des professions que je trouve malheureusement très déconsidérées, comme les professions d'infirmiers, d'infirmières, de sages-femmes, tout ce qui est médical, paramédical. Sincèrement, il n'y a pas grand monde qui en ressort indemne. Eh bien, on va revenir dans un instant sur la loi Valletoux et savoir finalement est-ce que ce qui a été mis en place, proposé, est-ce que ça va assez loin, est-ce que on peut imaginer un avenir un petit peu plus rose en tout cas pour le secteur de la santé. On en parle dans un instant avec nos invités. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. C'est un projet ou un sujet très important, primordial certainement pour les Français. On parle des déserts médicaux, bien sûr. Philippe Gouet est avec nous, président du conseil départemental du Loir-et-Cher et président de la commission santé au sein de l'Assemblée des départements de France. William Chancerelle est avec nous, rédacteur en chef du journal des départements. Et puis Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger. Alors on a envie, forcément, une fois qu'on a posé, on pourrait en parler pendant des heures de ce qui ne va pas parce que la liste est très longue. Président, est-ce que forcément il y a des initiatives en local? Malheureusement, vous ne pouvez pas faire sans initiative en local. En revanche, vous n'avez pas la main sur grand-chose finalement. Alors effectivement, la compétence santé ne dépend pas des départements, mais plutôt régions. Et puis après, c'est l'État. C'est régalien. Néanmoins, 60% des départements ont mis en place des politiques de santé pour essayer de répondre à l'attente de nos concitoyens, accès aux soins et à la prévention. Alors il y a différents dispositifs, des aides financières
pour les étudiants qui font leurs études, avec des bourses d'études, mais en contrepartie, vous venez travailler sur notre territoire pendant 3 ans. Il y a des aides aussi dans les financements des maisons de santé pluriprofessionnelles, les départements cofinancent. Il y a des financements également sur le matériel, sur les plateaux techniques. Voilà, on essaie de trouver des petites solutions. On aide aussi, même maintenant, on arrive à aider des hôpitaux dans des financements de matériel. Ah oui. Sur Vendôme, là, et c'est très cher une IRM ou non, mais pas à ce niveau-là. Mais on a cofinancé, par exemple, dans un hôpital, un service de maternité, un échographe 3D. Parce que leur échographe n'était pas suffisamment de qualité pour détecter des anomalies du fœtal. Donc on a cofinancé. Bon, il y a des exosquelettes pour aider aux gens, par exemple, à remarcher chez les tétraplégiques ou les paraplégiques. Le président de la République avait annoncé au moins un exosquelette dans chaque département. Le problème, c'est que le financement n'est pas à la hauteur du coût du matériel. Et moi, j'ai cofinancé pour un centre de rééducation, là, dans mon département, un exosquelette. Vous voyez, donc on sort totalement de notre champ de compétences. C'est ça. Est-ce que vous donnez là, vous le donnez pas ailleurs? Bien sûr. C'est le problème. Exactement. William Chancerelle, est-ce qu'il y a des mesures, on a parlé du Loir-et-Cher avec Philippe Gouet, des mesures qui ont été prises dans d'autres départements, ou même parfois dont on pourrait s'inspirer de l'étranger, les Espagnols ou les Allemands ou les Américains peuvent faire des choses très bien, qu'on a envisagé, qu'on envisage ou qu'on a mis en place? Oui, alors en fait, il n'y a pas un département en France ou pas une commune qui essaye pas de trouver des solutions. Donc ça va effectivement de la banderole avec marqué on vous offre le loyer, la crèche, la garderie, jusqu'au centre départemental de santé qui va salarier des médecins. Les départements comme la Saône-et-Loire le font notamment. Je prendrai l'exemple du Loir-et-Cher parce que il est assez cher à mon cœur. Et puis demain se déroulent les assises nationales de l'accès aux soins à Vendôme, où on abordera justement ces solutions locales. Le Loir-et-Cher a mis en place une agence d'attractivité qui a notamment dans ses missions le fait d'attirer des médecins. Le résultat est assez probant. Alors Arnaud Chiche nous dira effectivement peut-être que c'est des solutions de système D, donc forcément un peu dégradé, mais je dirais que nécessité fait loi dans ces temps vraiment difficiles. Et une des choses peut-être sur lesquelles on pourra revenir, c'est que ces territoires qui essayent d'innover, malheureusement se retrouvent confrontés à une forme de concurrence entre eux-mêmes, que ce soit entre communes ou entre départements, avec c'est celui qui apportera le plus. Course à l'échalote. Oui, Arnaud Chiche. Oui, non, mais ne pensez pas que je critique toutes ces solutions locales. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. J'ai entendu parler du Vaucluse également, qui propose des week-ends à des jeunes médecins pour essayer de les encourager à s'installer. Je suis malgré tout, moi je suis dans le bassin minier, donc je peux vous donner une idée que le pouvoir d'attractivité du bassin minier, vous vous doutez bien qu'il est quand même assez relatif, même si je suis dans une région que j'adore, et que si on commence à devoir laisser les départements faire une compétition d'attractivité, il va y avoir de la disparité dans l'accès aux soins. Et il me semble quand même que l'accès aux soins est un droit fondamental de la population. Et c'est absolument lamentable que ce droit-là ne soit pas garanti de manière beaucoup plus simple que vous le présentez tous les deux ce soir. Moi, par exemple, les présidents de département, j'ai beaucoup échangé avec eux. Je ne comprends pas pourquoi ils renversent pas la table, parce que c'est strictement inadmissible. Je mesure et je devine les enjeux politiques qu'il y a derrière, et que c'est très facile de dire ça pour un médecin comme moi, qu'il faut renverser la table. Ça met quand même en exergue le gros souci de la gouvernance de la santé en France. Dans mon association de collectif Santé en danger, nous, c'est très simple. On milite pour une dépolitisation totale de l'organisation de la santé, parce que vous comprenez bien que il est strictement anormal d'être dépendant de budget, qu'on n'a pas. On pourrait parler des EHPAD, des directeurs d'EHPAD, qui n'ont même plus les budgets maintenant pour acheter leurs fournitures. Voilà, je pense que le système dysfonctionne. Philippe Gouet, quand on est président de conseil départemental, est-ce que la santé, ça se gère comme un tout entre santé de ville et notamment, on en parle souvent, les problèmes de fermeture d'établissements hospitaliers, de maternités, qui sont plus, faut le dire, dans les zones rurales que dans les zones urbaines? On essaie de sauver nos maternités dès lors qu'il y a un bassin de vie qui nécessite absolument d'avoir une maternité. On essaie de co-construire avec l'ARS, de trouver des solutions. Mais effectivement, c'est une mission qui nous incombe, mais en réalité, ça va devenir de plus en plus compliqué parce que les finances des départements sont
au plus bas actuellement. On vous a refilé entre-temps le RSA, l'entretien des routes nationales, etc. Exactement. Donc c'est sûr qu'on vous donne beaucoup d'argent à dépenser. Des missions de plus en plus importantes également sur les solidarités. Bien sûr. Et donc les départements vont pouvoir de moins en moins investir sur la santé parce que ça n'est pas une compétence obligatoire. Alors que les compétences solidarité, personnes âgées, personnes handicapées, aide sociale à l'enfance, c'est des compétences obligatoires. Et RSA, ce sont les compétences obligatoires. Donc nos budgets n'étant pas extensibles à l'infini, on va devoir, je pense, hélas, peut-être réduire des financements sur les dispositifs que l'on peut, sur la santé, peut-être. Oui. Arnaud Chiche, je reviens vers vous, avec cette loi Valletoux. Est-ce qu'il y a au moins des choses qui sont cohérentes avec ce qui se joue, en tout cas dans les territoires, dans les grandes villes, en périurbain, est-ce qu'il y a au moins des propositions qui sont entendables? Non, aucune. D'accord. Aucune. De toute façon, depuis que Valletoux était nommé ministre de la Santé, il fait l'inverse de ce que disent les professionnels de terrain dont je fais partie des représentants ou de ce que demandent les syndicats. Je peux pas vous faire plus simple. Il fait l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune expertise autour de lui pour prioriser les choses. Quand on lui dit qu'on manque de médecins, il dit c'est pas grave, on va faire du transfert de tâches. Je n'ai rien contre le transfert de tâches. Et effectivement, les infirmiers, notamment les infirmiers libéraux, sont capables de plein de choses sur le terrain pour les patients. Encore faut-il qu'ils soient revalorisés. Donc en fait, si vous voulez, c'est une politique complètement folle où on pense qu'on va pouvoir organiser de la pénurie. Mais le rien, même si vous le réorganisez, à la fin, c'est du rien. Donc voilà, je peux pas, je suis désolé, ça va pas. William Chancerelle, vous êtes rédacteur en chef du Journal des départements. On a l'impression qu'il y a, vous me passerez l'expression, le bunker avenue Duquesne à Paris, qui est le ministère de la Santé, et après les départements, et débrouillez-vous. C'est ça ou c'est pas ça ? Moi, j'avoue que je souscris pleinement à ce que vient de dire Arnaud Chiche. Il y a un vrai décrochage. C'est-à-dire que ce qu'on vit actuellement, on va peut-être pas rentrer sur le terrain politique, mais ce qu'on vit actuellement est, à mon avis, tout à fait le reflet d'une situation nationale. Et le système de la santé, effectivement, fonctionne à deux vitesses. Mais cette dégradation, elle date de quand? Pardon de vous couper. Depuis combien d'années, C'est une dégradation... Arnaud Chiche me dira si j'ai tort ou raison, mais il me semble que ça fait 50 ans que cette histoire de toute façon de numerus clausus a joué un effet de bombe à retardement, qu'aujourd'hui on en paye les frais, mais que finalement on a laissé la maison se dégrader et les fissures se mettre en place. Mais c'est vieux, ça date de 71 quand même. 71, voilà, ça fait 50 ans. C'est la mise en place d'une maîtrise purement comptable qui n'a pas tenu compte du vieillissement de la population, de l'augmentation des pathologies complexes ou des affections de longue durée, des problèmes également de santé mentale qu'on rencontre aussi de plus en plus fréquemment, des hôpitaux qui ne disposent pas de moyens financiers pour investir sur des plateaux techniques performants hors les grandes métropoles, bien entendu, mais dans nos hôpitaux ruraux, c'est extrêmement compliqué. J'avais un débat récemment avec l'ancienne ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn. Et selon mes propos, Madame Buzyn, il n'y a jamais eu une maîtrise comptable en France. Alors là, je suis tombé totalement sidéré parce que le seul problème, c'est le numerus clausus. Mais le numerus clausus, il a été mis en place pour faire de la maîtrise comptable. Voilà, il faut être clair, net et précis. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'il a été... Excusez-moi, on en rit. Il a été mis en place pour faire de la maîtrise comptable à une époque où il y avait 5% de croissance par an depuis 30 ans. On n'avait même pas fini les 30 glorieuses. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Avec des mesures aussi aberrantes quand ça allait bien, qu'il n'y avait pas un gramme de dette, de l'argent dans les caisses. Vous avez une réponse ou pas? Parce que ça me paraît tellement aberrant. Je crois que non. Ce silence. Peut-être que l'ordre des médecins à l'époque a peut-être trouvé que ce numerus clausus pouvait peut-être stopper des concurrences un peu trop déloyales. Ouais. Je pense que je ne veux pas critiquer l'ordre des médecins, mais je pense que c'est peut-être un paramètre. Allez, on fait une petite pause et on essaiera avec vous trois et avec vous Arnaud Chiche de comprendre quelles sont les mesures qui seraient en tout cas immédiatement les plus efficaces pour avancer sur ce sujet, pour ceux qui nous écoutent et qui comprennent bien que finalement il y a des solutions, mais il faut qu'elles soient mises en place très très vite. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Les vrais voix responsables sur les déserts médicaux et on est ensemble jusqu'à 20h. La France, 19h-20h, les vraies voix responsables. On n'arrête pas de vous le dire, l'offre de soins en France et en Berne, et on en parle avec nos invités, Philippe Gouet qui est président du conseil départemental du Loir-et-Cher et président de la commission de santé au sein de l'Assemblée des départements de France. William Chancerelle est avec nous, rédacteur en chef du Journal des
des départements, et Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger. Forcément, j'ai envie de m'adresser tout de suite à vous, Arnaud Chiche, de dire finalement les premières mesures qu'on a envie immédiates, qu'on aurait envie de mettre en place et qui pourraient peut-être changer les choses de façon assez rapide. D'abord, il faut intégrer les médecins dans la gouvernance de la santé et dans l'organisation des solutions. Il faut tout de suite ouvrir un service au ministère de la Santé, un service de prospective. Parce qu'au moment où je vous parle, il n'y a aucun service dédié à la mesure de l'impact des mesures qu'on prend. Par exemple, des décisions qu'on prend. Par exemple, les CPTS. Ça vient s'ajouter aux millefeuilles administratifs qui existent en France, qui est un vrai problème. D'ailleurs, pour les médecins. Rappelez-nous ce que c'est, Arnaud, qu'on comprenne bien. C'est des structures qui ont été créées pour rassembler les professionnels. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y a aucune mesure de leur efficience. Il y en a beaucoup qui disent que c'est très chronophage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une politique agressive sur la relance des tarifs d'honoraires. Parce que si vous ne relancez pas l'attractivité, les jeunes dont vous parliez tout à l'heure, ils veulent pas travailler pour avoir un revenu trop faible. Vous savez, les études de médecine, elles sont longues. Il faut être capable pour pouvoir les intéresser dans les déserts médicaux, il faut relancer l'attractivité des territoires dans leur globalité, parce que c'est souvent des déserts économiques. Et il faut surtout faire un choc d'attractivité. Choc de simplification, je vous en ai parlé, avec la suppression de formulaires administratifs dont la plupart sont strictement inutiles. Vous savez, il y a des études qui disent que jusqu'à 30% du temps médical est consacré aux charges administratives. Relancer le tarif des consultations, ça permettra aux médecins d'embaucher des assistants médicaux pérennes. Parce qu'aujourd'hui, l'État en propose, mais la rémunération est très incertaine et tout cela dépend de beaucoup de choses dans le cadre de la convention et c'est assez nébuleux. Ça fait peur aux médecins. Et surtout, et enfin, je répète, mais je pense qu'il faut le répéter, tant qu'on n'aura pas décidé de former plus de médecins, eh bien, écoutez, cette situation ne changera pas. On ment aux Français en disant que le concours a été supprimé. En fait, il a été remplacé pour un concours odieux avec l'ajout d'un oral, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être un étudiant reçu à l'écrit, recalé après un oral, n'existait pas il y a quelques années. Donc, il faut revenir à un vrai concours, peut-être même geler le concours, le temps d'irriguer le pays, tous les départements, même les zones les plus reculées, en médecins, parce que je pense que c'est un droit fondamental pour tous les Français. Philippe Gouet veut réagir, ça se voyait en vous écoutant. Non, mais je partage votre analyse. En France, on est capable de mettre une loi de programmation militaire. Oui. Moi, je pense qu'il est urgent de mettre une loi de programmation sur la santé et le vieillissement pour répondre à l'attente de nos concitoyens de pouvoir avoir l'accès aux soins. Excusez-moi, les lois de programmation militaire sont faites, mais ne sont pas toujours respectées, notamment en termes d'équipement. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut définir des axes stratégiques, prioriser certaines mesures, prioriser des financements. Là, je crois qu'on l'a vu, la priorisation, c'est quand même l'accès aux soins pour les enfants sur la pédiatrie, sur la psychiatrie, sur certaines spécialités qui sont en désert complet. Il y a donc des priorisations, prioriser aussi pour soutenir nos hôpitaux. Mais est-ce qu'il y a des économies à faire quelque part aussi ? Il peut y avoir des économies à faire, effectivement. Il y a alors c'est une position, c'est compliqué, mais sur les hôpitaux publics, par exemple, vous avez des hôpitaux où vous avez un tiers d'administratifs pour à peine un tiers de soignants et un autre tiers d'agents techniques, etc. Bon, il existe des hôpitaux, un hôpital, par exemple à Valenciennes, qui fonctionne très bien, avec 5% de personnel dans la gestion administrative de l'hôpital. Le reste, ce sont des soignants. C'est le seul hôpital à Valenciennes qui gagne de l'argent et qui, tous les ans, réinvestit dans des plateaux techniques performants. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut voir... Retirer des enseignements. On tirait des enseignements. William Chancerelle, vous êtes rédacteur en chef du journal des départements. Ce que vient de dire Philippe Gouet, on a l'impression qu'il y a qu'à Valenciennes qu'on perd pas le nord dans ce domaine. Excusez-moi le jeu de mots, mais je peux pas m'empêcher de le faire. Pas mal. Vous avez sans doute raison. Moi, en synthèse de ce qu'ont dit Arnaud Chiche et Philippe Gouet, moi, je crois qu'il faut changer d'époque. C'est-à-dire que on parlait du numerus clausus. Aujourd'hui, pour remplacer un médecin d'hier, du monde d'avant, il faut en moyenne 2,7 médecins. C'est un chiffre qui peut paraître un peu bizarre, mais les jeunes médecins ont plus envie de travailler comme avant, comme des dingues de 8h à 23h. Ils ont envie d'avoir une vie de famille, ce qui peut se respecter. Parce que la profession se féminise aussi. Parce que la profession se féminise, parce que les temps changent. Donc oui, à une prospective, mais surtout oui, à un capitaine de navire, oui, à une architecture française qui soit un petit peu compréhensible. C'est-à-dire que on peut pas être au milieu du gué en permanence à se demander s'il faut que l'État soit très fort ou il faut que les territoires
territoire soit fort. Il faut une décentralisation qui s'assume, avec chacun à son poste, et le navire essaiera d'avancer de manière un peu cohérente. Et puis, pardon de le dire, mais il faut des sous, et malheureusement, on n'en donne pas. On fait que des mesures de saupoudrage en permanence. La santé a besoin d'argent, parce que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas rentable. Elle peut l'être peut-être demain. Et puis surtout, il faut assumer, c'est un investissement de santé publique. L'État, à mon avis, veut trop faire, trop de choses. Mais pour la santé, elle doit se donner les moyens. Mais Arnaud Chiche, comment peut-on décloisonner pour éviter justement ces baronnies ? Mais il faut renverser la table. La loi de programmation santé, merci beaucoup, Monsieur le Président, d'en avoir parlé, parce que c'est indispensable. Oui, effectivement, au lieu de faire une loi de programmation santé, aujourd'hui, si vous voulez, on change de ministre tous les ans globalement. Au lieu de faire de la prévention, vos invités vous ont bien expliqué qu'en fait, on assistait à un renoncement aux soins. Et effectivement, il faut des sous dans le système de santé. Mais vous savez, par exemple, l'association que je représente, le collectif Santé en danger, nous, on ne dit pas forcément qu'il faut plus d'argent. Par contre, je vous raconte un scoop. Il y a un travail qui est effectué au Sénat en ce moment sur le fait de savoir où va l'argent. Parce que, par exemple, cette année, je crois que c'était 258 milliards le budget santé. Flécher l'argent, c'est pas mal. Ouais, flécher l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement où vont tous les milliards. Ça vous laisse imaginer que probablement, en fléchant l'argent, en s'assurant qu'il n'y a pas de dépenses inutiles, on pourrait peut-être les réorienter vers des postes essentiels aux Français et ainsi faire ce qu'on ne fait plus. Ça s'appelle de la santé publique. Parce que les principes élémentaires de la santé publique que les politiques devraient faire, la santé publique, si vous voulez, c'est d'allouer des moyens là où il y a des besoins. Ce soir, votre émission, c'est les déserts médicaux. On a donc bien compris que pour solutionner les déserts, là, il fallait répondre fort. Il faut faire de la santé publique. On n'en fait pas. Pourquoi ? Parce que on ne voit pas sur le long terme. Merci monsieur d'avoir parlé de saupoudrage, ça m'a évité de le dire. On ne gouverne la santé que par le saupoudrage. Il n'y a pas de prospective, il n'y a aucune mesure d'impact, ce qui est absolument dingue dans la gestion d'un énorme système complexe comme le système de soins. Mais pardon, forcément, il y a parfois aux tables des négociations entre les syndicats, les médecins, vous parlez quand même avec le gouvernement, donc il y a des choses qui ressortent de ça. Il y a forcément, vous croisez en tout cas les problèmes que vous rencontrez tous les jours, que la région, que les médecins, qu'est-ce qui se sort finalement, qu'est-ce qui sort de ces réunions à part des promesses ? En fait, c'est juste ça, c'est juste des promesses de... C'est parce que l'expertise, je me permets de prendre la parole et pas longtemps, c'est parce que on n'écoute pas les professionnels de terrain. Voilà, c'est simple. J'ai oublié le nom de votre collègue, de votre invité journaliste. Il a parlé des jeunes. Ça, il faut être capable de faire de la sociologie en France. Si on pense effectivement qu'en 2024, le médecin travaillera comme dans les années 80, c'est qu'on n'a rien compris. Parce qu'effectivement, les méthodes de vie, elles ont changé. Ça a donc un impact sur le nombre de médecins qu'on doit former. C'est comme ça. C'est pas qu'ils sont plus feignants. C'est que les papas d'aujourd'hui, ils veulent élever les gamins. Alors qu'à l'époque, c'était probablement moins de priorité. Et puis les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent voyager. Écoutez, après 12 ans d'études, ma foi, ce ne seraient pas les seuls à vouloir voyager. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte. Il peut même aller visiter les châteaux de la Loire, à Blois, Vendôme, etc. Vous vouliez répondre ? Exactement. Non, mais c'est vrai que quand on voit qu'il a fallu plus d'1 an de négociations pour passer la consultation à 30 euros. Ouais. Je veux dire, c'est ubuesque. C'est ubuesque, totalement. C'est de perdre de temps et d'argent aussi. J'ai été à une époque vice-président du syndicat national de kinésithérapie. J'avais en charge des négociations avec l'assurance maladie sur les problèmes conventionnels et les problèmes tarifaires. Mais c'est hallucinant le temps qu'on passe pour gagner parfois quelques centimes d'euros, où on fait réunion sur réunion. C'est ubuesque. Voilà, le terme est exact. Sur les économies, peut-être un mot. Je vais pas me faire que des amis, mais je pense qu'il y a des financements. Effectivement, il faut aller un peu vérifier ce qui se passe. Sur les CPTS, on sait qu'il y a des CPTS qui ont quelques trésors de guerre, qui sont alimentés annuellement parce qu'elles n'utilisent pas tous leurs moyens pour faire de la prévention, parce qu'elles n'ont pas forcément la possibilité de le faire, par manque de médecins ou par manque de professionnels qui veulent s'investir dans la prévention. Donc rendez l'argent, c'est ça. Peut-être au moins le rééquilibrer, oui. Et le dernier mot avec vous, peut-être une chose, effectivement, en tant qu'expert des départements, une chose que vos auditeurs doivent bien comprendre, c'est que les collectivités territoriales, régions, départements, villes, doivent voter des budgets à l'équilibre.
l'État n'a pas cette obligation. Oui. Il l'a plus fait depuis 50 ans. Il y a une question de responsabilité par rapport à l'argent public. Merci, en tout cas, c'était très intéressant ce débat. Philippe Gouet, président du conseil départemental du Loir-et-Cher et président de la commission santé au sein de l'Assemblée des départements de France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. William Chancerelle, rédacteur en chef du journal des départements, et puis vous nous tiendrez au courant de la suite, bien entendu. Et puis Arnaud Chiche, il est un peu comme à la maison ici, oui. Président du collectif Santé en danger. Merci en tout cas pour votre expertise. Vous restez avec nous dans le Sud Radio, ça continue. Nous, on se retrouve avec Philippe David demain à partir de 17h pour les vrais voix. À partir de 17h à 21h, les clés d'une vie, Jacques Pessis, il avait reçu Françoise Hardy avec l'émission Hommage. À 20h02, après le flash de Léo Dourel, l'essentiel de Sud Radio. Mais tout de suite, Sud Radio à votre service. Et on se retrouve demain. Merci à notre équipe formidable. On vous embrasse. Passez une belle soirée. À demain. Salut.